Pas mal, pas mal. Merci Tara. On a Et pas... dans les 8 minutes. Ouais, mais j'ai Voilà. vu, tu as fait vraiment très fort. Et alors, tu as bien expliqué le cours de bourse, parce que je n'avais pas montré tout à l'heure, et donc ça, c'est très très bien. Alors, tu as parlé justement de durabilité, CO2. Qu'est-ce que vous faites concrètement, hein, puisque vous avez, on parle de la pollution en Europe, c'est le transport routier, on le sait très bien. Comment vous compensez justement ces émissions de CO2? Oui. Effectivement, quand on voit toutes les émissions CO2 euh, dans le monde entier, Ouais. il y a à peu près 40% qui est lié à l'immobilier. Et de ces 40%, il y a à peu près un tiers qui est lié à la construction et deux tiers qui sont liés à l'exploitation. Ça veut dire que dans cette première année de construction, on peut faire beaucoup de choses Mhm. pour réduire le CO2. Et là, nous avons pris, j'ai malheureusement pas pu aller en détail, mais ce n'est pas seulement la technique, c'est aussi le well-being des gens, c'est aussi la circularité. On a fait une propre liste de 34 initiatives que nous prenons dans toutes nos nouvelles constructions. Par exemple? Par exemple, bon, bien sûr, on connaît les panneaux photovoltaïques, mais c'est aussi les pompes à chaleur. C'est aussi tout ce qui est luminaire, c'est LED lighting. Il y a plein d'initiatives qui font qu'aujourd'hui, on, euh, nous, en interne, on prend comme norme pour une nouvelle construction 25 kWh par mètre carré par an, où aujourd'hui, le norme est à 50. Ça veut dire nous, on se met déjà le norme pour 2030, bien qu'on ait que... Ça, c'est bien expliqué sur votre site, je pense, hein. Oui, Il y a un trait. effectivement. Effectivement. Alors, quand on regarde combien de mètres carrés de dépôts logistiques de Montea sont réfrigérés, justement. Quasiment rien, en fait. Moins de 10 000 mètres carrés, je crois. Ouais. Pourquoi? C'est un choix? C'est-à-dire, on a toujours eu le client qui a fait cet investissement lui-même. Ça veut dire que c'est plutôt le système box in the box. Quelqu'un qui voulait le faire, l'a construit. Nous, on a toujours essayé de faire des entrepôts le plus génériques possible. Et ça veut dire que ce genre d'investissement, on essayait de les laisser chez le locataire, en fait. Tu peux revenir brièvement sur cet impact fiscal aux Pays-Bas? Oui. Alors, les Hollandais avaient aussi un statut CIR, sauf que il faut appliquer pour être reconnu comme CIR chez eux chaque année. Et nous, par raison de précaution, on a fait une prévision dans le cas où on n'était pas reconnu depuis Tu 2021. avais provisionné déjà un montant. Oui, effectivement, et ça revient plus ou moins à 20 € par action par année. Et maintenant, tout récemment, au mois d'août et la semaine passée, on a été reconnu pour l'exercice 2021 et 2022. Et du coup, ça donne un résultat extraordinaire de 40 € de plus pour cette année. Bon, en dehors de ça qui est exceptionnel, comment tu vas faire pour faire encore croître le dividende? Absolument. Et ça, c'est bien sûr, et ça, c'est vraiment la force de Montea, c'est cette réserve foncière. Parce Ok. qu'effectivement, si nous pouvons développer à 7% et puis après le prendre dans le portefeuille dans une moyenne à 5%, ça crée énormément de valeur pour l'actionnaire. Et pas seulement ça, parce qu'on ne va pas distribuer cette marge de développement, bien sûr. On va la garder, mais ça va avoir un impact positif sur notre taux d'endettement qui va bien sûr baisser au moment qu'on fait des investissements qui ont plus de valeur que le CAPEX qu'on a Et dû chez faire. vous, l'endettement est étalé sur combien d'années et à quel taux? On est à 2,3% Ouais. et en moyenne, c'est sur 7 ans. Et donc, tu vois ça comment? Taux fixe ou taux flottant, c'est en général comment est-ce que vous allez prendre les choses en main? Là, votre vision sur Oui. le marché des taux en Oui. général? Ben, finalement, ce que nous voulons, c'est une marge minimale de 200 points de base. Ça veut dire, 2%. oui, 2%, pardon. Ça veut dire, si aujourd'hui, une nouvelle dette me coûte 4,5, hein, je sais que mon portefeuille existant, qui vaut 5%, il est financé à 2,3. Si demain, je veux faire de nouveaux investissements, ça doit me rapporter au moins 6,5 parce qu'une nouvelle dette va me coûter 4,5 et du coup, je veux avoir à nouveau ces 2% de marge. Et c'est pour ça que le 6,5, je ne peux pas acheter aujourd'hui à 6,5 parce que tout le monde est tellement attiré par la logistique
qu'il y a des investissements qui se font aujourd'hui à 5%. Pour nous, ça n'a pas de sens parce que ça ne va pas créer de valeur pour l'actionnaire existant. Alors du coup, on est 100% focalisé sur le développement en interne. Tu parlais justement de ce programme, en fait, c'est Track 2024. Oui. Comment et où vous allez investir ces 800 millions d'euros d'objectifs? Ouais. Le Track 2024, c'est un plan de croissance entre 2021 et 2024. Et l'objectif, c'était d'arriver à un earnings per share à 4,3 dans 2024. Et on a annoncé il y a un mois qu'on dépassera ce target déjà en 2023, puisqu'on prévoit du récurrent à 4,4 déjà cette année. Le grand changement dans le plan, c'est qu'en 2021, on pensait que 50% allait venir de juste des immeubles qu'on achetait dans le marché et 50% de notre propre foncière, de notre propre réserve foncière. Et ce qu'on a changé, bien sûr, l'année passée, quand les taux ont commencé à monter, c'est qu'on est passé 100% dans le développement pour notre propre portefeuille. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, on arrive à continuer ce plan de croissance de 200 millions par année en moyenne, seulement sur notre propre réserve foncière. Ici, question personnelle, hein, un petit peu. Dis-moi. Quel pourcentage d'actions détenues par Yo dans Montea et sur quel actionnaire de référence peut-on compter en cas de coup dur? Ouais. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours investi en Montea. Ça ne me fait malheureusement pas un actionnaire de référence. Mais je suis chaque année, ainsi que la famille de Pau d'ailleurs, qui détient toujours 12%. Tu dois le déclarer d'ailleurs, hein, la FSMA. Oui, effectivement. On peut le retrouver sur le site d'ailleurs. Effectivement, vous pouvez tout trouver. Mais ainsi que la famille de Pau, on essaye de suivre, non, on n'essaye pas, on suit chaque année les dividendes optionnels payés en nouvelles actions. On les suit chaque année à 100%. Et justement, c'est pas un petit peu trop chaque année? Je vois ces nouvelles actions qui diluent en fait les petits actionnaires qui les prennent pas. Ben non, absolument pas, parce que c'est grâce à ces augmentations de capital que nous sommes capables de continuer ce plan de croissance. Et nous avons besoin de ce plan de croissance pour continuer à améliorer notre earnings per share. Alors je crois qu'effectivement, on doit lever du capital. C'est vrai que ces opérations ne sont pas toujours ouvertes au public, mais je crois que le public en profite aussi au moment que les EPS continuent à monter. Justement, question sur Depot ou EDP. Concurrents, collègues, est-ce que vous allez les surpasser? Non, enfin, c'est marrant parce que quand j'ai commencé chez Montea, c'était en 2010. On avait un market cap d'à peu près 150 millions et eux, ils étaient à 600 millions et on était le petit frère. Aujourd'hui, nous, on est passé de 150 millions à 1,3 milliard. Et eux, ils sont passés à 5 milliards et on est toujours le petit frère. Alors, c'est pas grave. On reste le plus jeune. On reste le plus jeune et le plus haut aussi. Voilà. Ok. Et alors, j'avais aussi une question intéressante sur au niveau des panneaux solaires. Est-ce que ça vous rapporte de l'argent ou pas du tout? Ça sert à quelque chose? Absolument. Oui, absolument. C'est pour ça que quand on parle de durabilité dans la logistique, on montre toujours d'abord les panneaux photovoltaïques. Franchement, c'est juste un très bon business case. Aujourd'hui, il faut voir, on est toujours sur des IRR, des return on investment aux alentours de 10%. Ça, bien sûr, on a été aidé par l'augmentation des prix énergétiques, mais tout au long de nos investissements, ça a toujours été un bon investissement. Bon, ben on va passer au vote. On va voir un petit peu ce que ça a donné. Hein. Si tu as convaincu, on était quasiment à 50%. Ouais. En attendant que le vote s'affiche sur l'écran, est-ce que tu ne penses pas, enfin, en tout cas, c'est une question ici, la mondialisation est en plein ralentissement. Tout à l'heure, on parlait du onshoring, hein, les choses qui sont faites plus près de chez nous et les consommations locales. Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, tu parles d'expansion, mais il y a sky is not the limit, hein? Ou sky is the limit? Je crois que dans l'e-commerce, je prends toujours comme exemple mes enfants qui ont 18 ans et qui ont un pouvoir d'achat de 200 € par mois à peu près. Il y a 100 € qui va dans les cafés, dans les bars, dans le coin, et il y a 100 € qui passent par l'Internet. Dans 4-5 ans, ils auront un vrai pouvoir d'achat. Okay. Ça va énormément changer parce qu'eux, ils ne vont plus aller au magasin. C'est clair qu'ils vont tous leur achat par l'Internet. Il faut voir, nous avons un taux de pénétration aujourd'hui, Continental Europe, de 13%.
En US et en UK, on est à 26%. Ça veut dire qu'il nous reste une énorme marge pour développer aussi bien des centres pour le dernier kilomètre, mais aussi des entrepôts. Parce que chaque produit qui ne passe pas par qui passe pas par un shop, mais qui passe par un entrepôt, doit être stocké. Merci beaucoup, Yo. On regarde ce que ça a donné. Ben oui, 81%. Merci. Merci pour Merci à toi. Merci.